Elle est femme, nous sommes femmes, vous êtes. Il est important, vous savez, de jeter un regard exceptionnel sur la femme, puisque c'est elle qui donne la vie. On ne peut pas se passer de la femme sur cette terre. Nous sommes tous sortis de la femme, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous allons encore parler de la femme, puisque chaque fois que nous apparaissons devant vos postes téléviseurs, c'est pour vous parler d'une femme. Une femme qui a retenu notre attention particulière. Une femme qui marque son temps. Une femme qui donne le meilleur d'elle-même dans cette société. Et pourtant, nous sommes dans une société où il y a tellement de stéréotypes sur la femme, on détruit l'image de cette femme-là. Mais nous, plutôt, nous voulons ressortir ses qualités, ses valeurs qui sont cachées, qui ne sont pas en tout cas mises sur la table. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une femme exceptionnelle. Une femme qui fait parler d'elle, une femme qui vit son temps. Ouais, une femme en tout cas qui s'est dit je ne suis pas femme seulement parce que je dois être l'ombre d'un homme, mais je suis femme parce qu'elle s'assume et elle assure. Vous avez découvert que, vous avez vu avec moi que ces deux chaises sont vides. Elles seront occupées tout à l'heure. Je vais vous laisser suivre un élément qui va vous parler en long et en large d'elle. Suivez et on se retrouve tout juste après. Détentrice d'un master professionnel en droit international de l'environnement, avocate, consultante, mais surtout fondatrice d'un cabinet conseil dédié à la défense de l'environnement, de la responsabilité sociale des entreprises et des droits de population locale et de populations autochtones, elle incarne l'engagement. Mais qui est-elle réellement ? Elle fait ses premiers pas dans le monde professionnel au sein de multinationales maritimes et minières en République démocratique du Congo. Une expérience qui l'a forgée et nourrie d'une compréhension aiguë des enjeux environnementaux et sociaux. Mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, elle est bien plus qu'une avocate ou une simple consultante. Partenaire de plusieurs initiatives environnementales, culturelles et philanthropiques, elle se bat ardemment pour le droit et l'autonomisation de femmes et de jeunes filles avec une vision claire, contribuer au rayonnement de la République démocratique du Congo. Mais comment cette femme ambitieuse, dynamique, curieuse et passionnée parvient-elle à jongler avec toutes ses responsabilités ? Elle se plonge dans des synergies puissantes où elle œuvre sans relâche pour la valorisation de notre patrimoine national et culturel, la conservation des ressources naturelles, le développement durable, le droit de femmes et de jeunes filles et leur autonomisation, non seulement en RDC, mais bien au-delà. Fondatrice du cabinet Karen Chitok et associée, membre influente du conseil d'administration de l'ONG Conserve Congo et de la commission scientifique de l'Alliance internationale de femmes avocates, elle se distingue par son rôle dans des instances prestigieuses. Mais ce n'est pas tout. Elle est également membre de l'Union de jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Matete. À cela s'ajoute sa cofondation des Moïndo Sarel, un projet entrepreneurial prometteur, et sa présidence à la commission de boxe professionnelle pour la Ligue provinciale de boxe de Kinshasa. Et ses engagements ne sont qu'une infime partie de son impressionnant parcours. Elle, c'est Maître Matiyav Chitok, une femme dont l'ambition semble sans limite, dont l'engagement dépasse les frontières et dont l'histoire ne fait que commencer. Bien faire un documentaire sur elle, hein. La présenter comme ça, c'est compliqué. Même si tellement, je doute fort qu'elle puisse vraiment exprimer ce qu'elle représente. Vous avez compris de qui il s'agit? Oui, il s'agit bel et bien, je pourrais bien crier, de Maître Matiyav Chitok qui fait son entrée sur ces plateaux. Oh là là, Maître Matiyav, bonjour et bienvenue sur ces plateaux de regard sur la femme.
Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va, merci. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Voilà, avec vous, chers téléspectateurs, nous allons écouter et découvrir encore plus sur cette femme. Qui est-elle réellement? Qui est cette femme qui incarne tellement de qualités et qui est capable de combler le vide dans cette société? N'est-ce pas? Restez avec nous juste après cet élément. Voilà, Maître Mathiave, Oui. encore une fois, bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, Rachel, pour l'invitation. Je pense que c'était trop élogieux tout à l'heure. Je ne me suis même pas reconnue, mais merci. Oui. Certainement, vous ne vous connaissez pas encore. Au fait, c'est ceux qui vous observent, vous regardent, se disent, mais qui est cette femme, Mathiave Chitok? C'est la question que je vous pose aussi. Bon, on est tous et toutes d'accord que je suis une femme, mais je pense qu'au-delà même d'être une femme, je suis une personne passionnée, je suis une personne qui vit son engagement, ses engagements, ses convictions, et peut-être que ça transparaît dans ma manière d'être, dans mes choix de vie aussi. Et bon, il y a des causes qui me tiennent à cœur. J'essaie de faire ce que je peux pour les faire avancer. Voilà. Ok. Et comment vous êtes arrivé à être aujourd'hui Maître Mathiave? Parce que beaucoup de femmes vous suivent, beaucoup de jeunes filles vous suivent, ou vous ont déjà suivi dans différentes émissions. Elles se posent la question d'où vous êtes parti pour arriver aujourd'hui où vous êtes. Bien que même dans l'élément, nous l'avons dit, ça ne fait que commencer. Mais comment vous êtes parti? Au fait, votre parcours, on peut le savoir. Je vais dire que j'ai eu un cursus assez lambda. J'ai été à l'école, j'ai fini. J'ai eu de la chance quand même. Oui. Dans ma dernière année de droit, j'ai été recrutée par une société qui avait ouvert il n'y a pas longtemps et ils cherchaient des stagiaires. C'était une forme assez spéciale de contrat parce que en fait vous êtes un stagiaire mais en même temps vous êtes formé pour devenir manager dans la société. Et j'ai commencé là. Je me disais que j'allais finir mes études, mais bon, c'était un peu, vous voyez, le premier travail, le salaire, essayer de juguler un peu ces responsabilités-là avec continuer les études, c'était pas évident, mais j'ai quand même fini, j'ai continué, et puis j'ai arrêté ce travail, je suis allée travailler ailleurs, et j'avais l'impression de stagner. Donc, en observant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins et que ma manière à moi de pouvoir répondre à ce besoin-là, c'était de me spécialiser en droit international de l'environnement. C'est comme ça que je suis allée, j'ai fait mon master, je suis rentrée. J'arrivais pas vraiment à trouver des opportunités concrètes. Donc, je me suis dit... Le droit international de l'environnement, là, on ne retrouve pas beaucoup de gens dedans et puis encore moins les femmes. Hein. Comment vous êtes arrivé à faire ce choix-là? Disons qu'au départ, je ne me suis pas d'abord vue comme une femme. J'ai travaillé dans une société minière, dans une zone, une province minière. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de failles dans le système, dans les lois que nous avions, mais également le fait que l'accent était plus mis sur... les bénéfices qui pouvaient en être retirés et pas suffisamment sur les personnes qui produisaient ces bénéfices-là. Oui. Donc, en me projetant dans l'avenir, je me suis rendu compte que le pays avait énormément de ressources, disposait de beaucoup de potentialités et que la perspective congolaise sur ces questions-là n'était pas véritablement mise en avant. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai commencé d'abord par quelques formations en ligne et puis après, j'ai décidé de m'inscrire pour faire un master professionnel en droit international de l'environnement.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne regrette pas, même si sur le terrain, ce n'est pas véritablement lucratif à cet instant, pendant cette période. Mais je reste convaincue que le besoin, il est là internationalement, il est là aussi localement et que ça va porter. D'ailleurs, les femmes en droit de l'environnement sont ailleurs à travers le monde beaucoup plus présentes que les hommes parce que c'est des choses qui touchent à la communauté et que généralement dans plusieurs sociétés la femme c'est la base même de la communauté. Et vous êtes partie de là, des études, comment? Quelles sont les difficultés au fait que vous avez personnellement rencontrées? Bon, j'allais dire que la difficulté c'était d'aller, j'ai fait mon master à l'étranger, c'était d'aller m'inscrire, mais absolument pas. J'ai fini à l'université protestante, nos diplômes ne sont pas reconnus par certains, mais... Vous avez aussi rencontré ces soucis? Non, non, j'ai tout fait en ligne. De là où j'étais, j'ai passé mon TOEFL parce que je suis allée dans un pays anglophone. J'ai passé mon TOEFL, le test qui prouvait que j'étais suffisamment capable de m'exprimer et de comprendre en langue anglaise. Je l'ai réussi. J'ai soumis tous mes documents en ligne et ce qui avait envoyé par la poste, bon, ça a été fait également. Et quand on m'a répondu positivement, donc j'ai préparé mon voyage, je suis partie. C'est là que c'était difficile parce que c'était une nouvelle langue, c'était une nouvelle méthodologie de travail et d'études, c'était un nouvel environnement, c'était des fuseaux horaires différents avec les personnes qui constituaient un peu mon soutien, mon système de soutien. Et ça, ce choc culturel, ce choc au niveau de la formation, c'était quand même assez lourd à vivre, mais une expérience vraiment enrichissante parce qu'on finit par découvrir ses limites et puis on se rend compte un peu, pas un peu mais beaucoup, du retard qu'on a. Ou du pays? Les limites personnelles, on a des limites personnelles. Tant vous évoluez avec les personnes qui vous sont proches, vous avez, en anglais on appelle ça un safety net. Donc vous avez une sorte de premier rempart. Vous êtes souvent protégé. Mais lorsque ces personnes ne sont pas là, vous êtes obligé de faire frontalement face à des défis et vous devez apporter des solutions toujours généralement vous-même. Donc ça, au niveau personnel, c'était quelque chose d'assez lourd. Et puis, au niveau du pays, on se rend compte que ici, la masse critique chez nous, elle n'est pas véritablement importante. Donc, vous n'avez pas facilement l'opportunité de vous remettre en question. Si vous ne savez pas vous remettre en question, vous ne savez pas évoluer, en fait, grandir. La croissance, ça vient au contact des défis. Donc, et surtout, mon gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas suffisamment accès à l'information dans l'instruction. Parce que moi, je suis allée au niveau des bibliothèques. Bon, je ne sais pas si on a ce genre d'accès ici, mais si je veux produire un travail de recherche de qualité, si je veux émettre des suggestions, faire des propositions, des critiques qui vont aider mon pays à avancer, il faut que j'ai accès à l'information. Quelle est la structure au niveau national, au niveau local, provincial, qui me permet de faire ces recherches à moindre coût? On n'a pas. À ma connaissance, non, à moins d'être affilié à une université ou avoir des moyens, même au niveau de mon cabinet. J'investis énormément dans la connaissance et je dépense énormément d'argent. Est-ce que maintenant, à vous entendre parler, vous êtes allé faire vos études à l'extérieur du pays, aujourd'hui vous vous revenez, vous sentez qu'il y a un blocage quand même dans votre évolution, parce que vous voulez faire de recherche, il n'y a pas de structure qui vous permettent d'évoluer. Et s'il faut parler maintenant de produits qui sortent des universités aujourd'hui, à comparer des autres universités d'autres pays, vous pensez qu'il y a... Il y a à boire et à manger, il y a la lumière et les ténèbres. Pour dire vrai, je ne peux pas dire que ceux qui sortent de nos universités
n'ont pas un bon niveau. Parce que de l'université où je suis sortie, j'ai été admise dans l'une des plus grandes universités des États-Unis. Donc, franchement, je ne peux pas dire ça. Mais après, est-ce que, en tant qu'étudiant... Mais vous avez fait ce choix-là parce que vous avez senti qu'ici, vous n'alliez pas en fait avoir ce que vous voulez. Ça arrive partout, même aux États-Unis, il y en a qui vont étudier, il y a des Américains qui vont étudier en Suisse, qui vont étudier en France. C'est une question d'expérience. Moi j'ai travaillé dans le secteur privé, au niveau des affaires gouvernementales aussi. Donc j'avais déjà une perspective de ce que de la vision du secteur privé en République démocratique du Congo. J'avais une expérience de la vision de l'État en RDC. J'avais également cette expérience des individus, de la population congolaise, parce que je suis congolaise, j'ai évolué à Kinshasa pendant longtemps, quelque temps à Lubumbashi aussi, mais ce qui me manquait, c'était une perspective internationale par rapport aux problèmes que nous rencontrons chez nous. Donc c'est pour ça que je suis sortie, pas nécessairement pour dire qu'on n'a pas la qualification ou les qualifications, mais parce que je voulais aller à la rencontre de l'étranger pour savoir comment ils perçoivent. C'est toujours important et intéressant d'avoir l'opinion des autres, la méthodologie des autres, la comprendre, leur approche, pour pouvoir, lorsqu'on est face à eux, savoir comment s'adresser à eux, comment les attaquer, mais également comment leur montrer qu'on comprend la vision qu'eux ont de nous. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est pas tellement ça le problème. Ce qui me pose un problème, c'est la discipline que nous-mêmes, en tant que Congolais, en tant qu'étudiants congolais, nous mettons pour donner le meilleur de nous-mêmes. Okay. Et ça, quelquefois, très souvent, nous ne sommes pas dans la culture de l'excellence. C'est un problème des universités, c'est pas un problème des universités si je me souviens bien, mais des étudiants. C'est un problème de l'individu congolais parce que la culture de l'excellence, elle fait défaut un peu partout, à presque tous les niveaux. Ah oui, je ne parle pas de perfection, mais je parle d'excellence. Et l'excellence, ça vient au fur et à mesure qu'on pratique. Et malheureusement, beaucoup de nous abandonnons l'exercice, la pratique pour la facilité. Mais est-ce que ce que vous avez pu acquérir, recevoir comme potentialité, toutes les données que vous avez pu recevoir, je m'excuse, de l'extérieur, vous avez pu quand même les donner dans votre pays ou vous avez rencontré aussi d'autres obstacles? Je partage quand je peux. Aujourd'hui, un peu moins parce que j'estime que acquérir cette connaissance m'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté des efforts, de l'énergie, c'était des sacrifices et qu'il faut quand même recevoir une compensation pour tout ça. De la part de qui? De la part de ceux qui ont compris que je peux rendre service. Et ça, c'est dans plusieurs sphères. Ça peut être au niveau du secteur privé, étatique, individuel, communautaire, ainsi de suite. Mais je pense que le besoin sera encore plus pressant d'ici quelques années, d'ici quelques mois, et que le jour où on décidera de faire recours à la compétence, on sait où frapper. Voilà. Mais est-ce que, parce que vous vous intéressez beaucoup plus à l'environnement, quand on voit beaucoup plus Maître Yav, on voit l'environnement et tout, quand vous observez l'environnement quinois, congolais, vous vous dites quoi? Qu'il y a beaucoup de désordre. Le chaos est sûrement une perception erronée des priorités et des enjeux. C'est-à-dire? Ça veut dire que on est encore dans ce récit féerique de la RDC scandale géologique et on ne comprend pas que il y a une responsabilité qui accompagne ce slogan. Et RDC, gâchette de l'Afrique, c'est pas
c'est pas une couronne, en fait. C'est une responsabilité par rapport à soi en tant qu'État, par rapport à la communauté et par rapport à l'héritage qu'on doit laisser. Mais à voir comment les choses sont gérées, on se demande si les personnes qui prennent les décisions comprennent véritablement le trésor qu'elles ont entre les mains. On sent que vous avez beaucoup à donner, mais l'occasion ne vous est pas donnée. Les occasions se créent et je les crée. Ça, j'ai pas encore atteint mes objectifs, Qui sont? mais pouvoir faire bénéficier la population congolaise de ce que je sais, de ce que je fais, mais je crée ces opportunités de toutes les façons. Je travaille sur quelques projets qui, je l'espère, aboutiront bientôt et permettront au grand public de pouvoir non seulement comprendre les enjeux environnementaux actuels, mais également voir comment on peut améliorer les choses au niveau de chez nous. Ce que vous dites me pousse à vous poser une question, Maître Mathiave. Bon, il n'est pas interdit de rêver, hein, mais on peut toutefois rêver aussi, et puis peut-être qu'un jour ce sera une prophétie. Je suis une grande rêveuse. J'adore. Alors, Maître Mathiave, si on vous proposait un ministère aujourd'hui, vous choisirez lequel? Ça, c'est pas un rêve, ça non, va en fait, arriver. Oui, ça va arriver. Mais... En fait, je me posais la question, vous proposez un ministère. Quel ministère vous choisirez pour changer quoi, au fait? Le ministère où on fait beaucoup de voyages. En tout cas, ça, il y en a hein, dans ces pays. Ah, vous aimez bien voyager, hein? Oui, j'aime beaucoup voyager. J'aime aller à la rencontre des gens. J'adore les gens, j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc, j'aime voyager. Et on peut voyager de Kinshasa à... Le dernier voyage à l'intérieur que j'ai fait, j'étais à... Oh, ça m'échappe. Pas Mbandaka, l'autre c'est quoi? Oh. Bon, bref, j'étais là. Je sais que c'est pas loin de Boulafa, mais... J'étais à Boulafa et je trouve que c'est magnifique. C'est tellement beau, de très beaux paysages, potentiel touristique incroyable. Les personnes, elles sont accueillantes. On peut voyager aussi à l'intérieur du pays. Mais pour revenir à la question du ministère, bon, j'ai quand même grandi en RDC, hein, donc j'ai retenu qu'il y a des choses qu'on ne dit pas toujours tout haut. Mais il y a vraiment des postes. D'abord, l'environnement, bien entendu, c'est mon domaine. Mais je pense que les questions sécuritaires, des fois, on ne se rend pas compte qu'elles sont également liées aux questions environnementales, surtout dans ce pays avec toutes les ressources que nous avons. Le ministère où on est supposé voyager par excellence, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, bon, c'est le ministère des Affaires étrangères que vous choisirez. Non, j'ai cité déjà 2 ministères, hein, sans les nommer, mais j'ai fait référence déjà à 2 autres ministères, ça fait 3. Après, non, mais rêvons. Moi, ce qui m'intéresserait, ce qui me contenterait, même s'il n'y a pas de voyage, c'est qu'on puisse faire dépendre du ministère de l'Environnement tous ces ministères qui ont quelque chose à voir plus ou moins directement avec l'environnement. Je pense, quitte à peut-être créer une super commission ministérielle permanente dans ce sens-là, pour qu'on puisse adresser les questions environnementales congolaises, qui ne sont pas uniquement du ressort national, bien entendu, qu'on puisse les adresser d'une voix unie, d'une seule voix. Parce que dernièrement, c'est une mesure que je salue. Le ministre des Hydrocarbures a fait lever la mesure de vente aux enchères des blocs pétroliers qui encrochaient sur des aires protégées. Et je pense que ça, on s'en est peut-être pas rendu compte en prenant la décision initiale
de lancer ces ventes aux enchères, ça conforte nos partenaires environnementaux internationaux dans la vision que nous essayons de présenter, le slogan qu'on veut vendre à l'étranger de RDC Pays Solution. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays solution alors que vous avez une forêt, vous décidez. Je pense qu'il y a des mécanismes qu'il faut enclencher et des décisions qu'il faut s'interdire de prendre lorsqu'on veut ramener des millions ou des investisseurs ou des partenaires à soi en tenant compte de ce que nous sommes. Voilà. Maître Matiev, en tant que femme, parce qu'il n'est pas interdit de rêver, là nous venons de rêver, et puis on s'y réveille, mais retournons quand même, revenons en arrière pour parler un peu de Maître Yav hier. Avez-vous eu de rêves qui ne se sont pas accomplis aujourd'hui? Peut-être vous disiez à 20 ans je serais ceci. Ah oui, j'ai fini l'université à 21 ans et je me disais que 2 ans après ou 3 ans après, j'aurais déjà un doctorat. Plus tard, 25 ans, je devais avoir un doctorat. Je voulais déjà être mariée, avoir des enfants. Quoi d'autre? Oui, plein de choses. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas les accomplir. Vous y croyez encore? Le doctorat, bien sûr, je serai professeur d'université. Ah oui, hein. Ça, je peux le dire haut et fort. Mais à côté de ça, je pense que je peux atteindre n'importe quel objectif que je me fixe parce que je sais que quand je suis décidée, je fonce et je vais jusqu'au bout. À côté de ça, il y a des choses en grandissant, on se dit c'est pas forcément nécessaire. Oui. Je sais pas, je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Non, je suis pas raisonnable, mais je me réadapte, je m'adapte et je me réajuste très vite. C'est une capacité que j'apprécie chez moi. Donc quand même, je continue de rêver. Maintenant, je suis beaucoup plus réfléchie dans le sens où et je réaliste fais même aussi, hein? Oui, je mets des plans. Non, réaliste, c'est pour les autres. Moi, je suis pas réaliste. Moi, je vis. Ok. Je vis. Je suis une épicurienne mesurée. Vous continuez à rêver quand même. Oui, je c'est rêve possible. toujours. Je rêve toujours. Sinon, on n'a plus d'espoir. Mais vous avez quand même vous avez aussi quelques peurs dans votre vie en tant que femme? Des peurs. Quelque chose? Je ne crains que Dieu. Avoir peur, non. Il y a des choses que je me refuse de faire parce que je n'y vois pas d'intérêt. J'ai perdu mon petit frère il y a quelques années, donc j'avais sacrément peur de perdre un autre membre de la famille pendant quelques années. Et puis maintenant, non. Peur, non. Il y a un téléspectateur qui nous a demandé de vous poser cette question-là en tant que femme. Oui. Nous sommes dans une société aujourd'hui où chacun a une image de femmes intellectuelles, des femmes qui ont beaucoup étudié, comme Maître Yav, qui se disent, ces femmes qui ont beaucoup étudié ont du mal à se marier parce que elles se prennent un peu pour des hommes, parce que elles connaissent un peu trop, elles se soumettent moins. Vous êtes aussi d'avis? C'est une question polémique. Hein? C'est un téléspectateur ou une téléspectatrice? Un téléspectateur. Ok. La réponse que je lui apporterai, c'est une question. Pour lui, c'est quoi être un homme? Parce que je me retrouve dans une société, la société congolaise aujourd'hui, c'est une société où les hommes peuvent se permettre tout et n'importe quoi sans qu'on les pointe du doigt. La responsabilité, c'est toujours une femme. C'est la maman, c'est la femme, c'est la fille, c'est jamais l'homme. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas dire ses 4 vérités parce que le respecter, c'est se taire. Oui. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on le mette devant la réalité les conséquences de ses actes. Je ne pense pas que ce soit un homme. Un homme, dans ma conception, je ne sais pas d'où elle vient ma conception, mais
tel que les hommes congolais aiment se vanter, Naza Mobile, donc je prends en charge, c'est quelqu'un qui veille sur sa communauté. Qui sont ces hommes qui veillent sur leur communauté? Je ne sais pas, la plupart de nos dirigeants sont des hommes. Dans quel état est la société congolaise? Et les femmes qu'ils considèrent comme des dangers, comment est-ce qu'ils les traitent? Elles ont beaucoup étudié, elles connaissent un peu trop, elles ne sont pas de femmes au foyer. C'est quoi une femme au foyer? D'abord, qui paye les femmes au foyer pour tout le travail qu'elles font? Réfléchissons un peu. La mère, elle est souvent plombier, maîtresse, cuisinière ou majordome. Elle gère énormément de choses. Pour quelle contrepartie? Qu'on lui dise après que ses enfants soient mariés ou vous avez bien éduqué votre fille. Et maman, moi, nanayo, asali mbongo. Je sais pas. Est-ce que c'est ça la véritable contrepartie? En quoi ça intéresserait une femme de rester uniquement au foyer? Avec tous les hommes là qu'on voit, Sangambongo, Kabelanga, je vais remettre, ils remettent pas. Dernièrement, c'est vraiment une anecdote. Non, c'est une anecdote. Okay. Et ça n'a même rien à voir avec le fait d'avoir étudié. Je vais dans mon salon, j'avais pas assez d'argent pour prendre un autre, du gel, okay, dans un gros bol, vraiment. Alors, la dame me dit, non, la prochaine fois que vous venez, vous allez payer. Et puis, je pars, je fais 2-3 semaines, je reviens. Je dis, mais je reviens, tu m'as même jamais appelé pour ton argent et tout. Elle dit, non, si c'était un homme, je me serais inquiétée. Okay. Mais c'est une femme, donc je savais que vous reviendrez payer. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Qui sont les personnes qui me doivent? Il n'y a que des hommes. J'ai pas de femme qui me doit de l'argent. Ça prouve à quel point ces personnes qui estiment que Bassi, Obatanga, Mingi, les femmes qui ont beaucoup étudié constituent un problème, ils sont pas corrects envers eux-mêmes. En fait, ils cherchent des paillassons. Ils cherchent des femmes qui ne les mettront pas devant les actes qu'ils posent. Ils cherchent des femmes qui ne vont qui pas... Qui sont oui à tout. Oui, et d'ailleurs, dès qu'ils sont avec oui, ils cherchent non dehors. S'il vous plaît. Donc ce sont les femmes non qui sont de maîtresse, hein. Les femmes oui sont de femmes de maison. Pas toujours, hein, pas toujours. Mais disons que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc si vous êtes une Marie couche-toi là, c'est pas sûr que vous soyez la seule dame. Non. Ça c'est un autre débat dans lequel je ne me lancerai pas, mais ça reste quand même mon opinion. Maître Mathiave, il y a une téléspectatrice qui me demande de vous poser cette question-là. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui pourrait vous faire croire que c'est impossible? Parce qu'à vous entendre, à vous suivre, elle s'est dit, mais cette femme n'a peur de rien. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui pourrait vous faire dire que ça, c'est impossible? Il y a une barrière. Qu'est-ce qui serait impossible? Changer Dieu, c'est impossible parce que je suis croyante. Changer Dieu, c'est impossible. C'est Dieu qui nous change. Mais pour le reste, il y a toujours un moyen. Tant qu'on veut, je pense qu'on peut. Après, il faut avoir les moyens de sa politique. Ça, c'est important. Je pense qu'on arrive à tout avec une stratégie. Et puis, il faut décider, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas. On se dit c'est impossible parce qu'on n'a pas envie d'essayer d'y aller. C'est juste une façon de se dire non. Mais pour moi, même le Congo peut changer, je vous assure. C'est possible. Oui, bien sûr. Il suffit... Dans combien d'années, par exemple? Je ne sais pas, ça dépendra de la force qu'on y mettra pour le changement. La force de la population ou des autorités? C'est une très belle question. La force des individus congolais. Ça veut dire tout le monde ensemble. Je pense qu'il y a pouvoir et contre-pouvoir. La population aujourd'hui, elle ne met pas assez de pression sur les dirigeants. Il faut que les dirigeants sentent qu'ils nous sont redevables. Pour le moment, on sent pas ça. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, on leur fera sentir qu'il y a quelque chose. Mais pour ça, il y a un autre principe, c'est qu'il faut s'impliquer.
si vous ne payez pas vos taxes, si vous n'essayez pas d'être correct, de respecter par exemple le code de la route, vous vous sentirez jamais véritablement touché par ce que c'est que d'être une personne correcte. Donc vous devez être correct, vous devez vous impliquer pour devenir révolté par le fait que votre implication ne produit pas de résultats. Maître Ya, vous avez travaillé avec les hommes. Vous avez dit que quand vous faites quelque chose, vous ne vous mettez pas en tête que vous êtes une femme. Vous les faites parmi les hommes. Avez-vous déjà rencontré des obstacles ou des harcèlements ou D'abord, aujourd'hui, maintenant, je dis que je suis une femme. Avant, je pensais que c'était bien de ne pas voir le côté féminin. Le côté féminin. Mais je pense que c'est une force. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une force, c'est un atout. Le Seigneur m'a fait différente des hommes pour une raison. Comment est-ce que j'utilise ça à mon avantage? Aujourd'hui, je suis d'accord qu'il faut que je trouve un moyen d'utiliser ça à mon avantage. Okay. Est-ce que j'ai rencontré des harcèlements? Oui, j'en rencontre beaucoup, souvent. C'est dérangeant des fois. Très souvent. Oui, très souvent. À un certain moment, beaucoup moins, parce que je me suis retirée justement pour ne pas... Retirer des hommes? Retirer, de mener certaines actions, d'aller dans certains endroits. Okay. Et ce n'est véritablement pas la meilleure façon de le faire, parce qu'en fait je sacrifie mon bonheur, ma croissance, mon progrès, mon développement personnel pour contenter des gens qui ne seront jamais satisfaits. En fait, le harcèlement pour moi c'est la preuve qu'on n'arrive pas à maîtriser son environnement, qu'on n'arrive pas à convaincre, qu'on n'arrive pas à respecter l'autre. Quelqu'un qui vous harcèle ne vous considère pas. On vous a déjà vu aussi en tant que femme bonne pour le plaisir, au lieu de voir la tête, ce que vous avez à donner de votre cerveau, mais plutôt que de votre corps. C'est une question... Vous vous est déjà arrivé? Qu'on me voit d'abord en premier comme cerveau. Comme femme qui est bonne pour le plaisir. Non, je suis désolée. Dès que quelqu'un me voit, je sais voir dans les yeux que, oui... ça m'a beaucoup dérangée pendant beaucoup d'années. Maintenant, beaucoup moins. C'est vrai que je préfère... Pendant longtemps, je n'ai pas fait d'émission parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Et puis pendant longtemps, j'ai refusé de prendre soin de moi parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Mais bon, ça fait partie du package. Par contre, ce qui dérange, c'est mon cerveau. Je ne suis pas bête. Ok. C'est beaucoup plus ça qui dérange. Oui, parce que parmi les hommes surtout. Souvent, et ça, je l'ai entendu pendant longtemps. Et yo, moi, c'est qui toko boué, yo, ça n'a pas donc, tu es une belle femme, tu as l'argent. On estime que parce que tu es belle, c'est ta beauté qui doit te rapporter de l'argent. Donc, il faut monnayer cette beauté-là, ce que moi, je ne fais pas. Moi, mon plaisir, ma satisfaction, je la retire dans le fait qu'on puisse apprécier à quel point mon cerveau va vite, à quel point je peux trouver des solutions. Moi-même, ça me plaît. Donc, quelqu'un qui viendrait en me faisant uniquement des compliments physiques n'ira pas très loin. Donc, bon... On sait déceler le niveau des individus en fonction des conversations qu'on a. Et je trouve ça très triste parce qu'ils passent à côté. Pour moi, il n'y a rien de plus exaltant qu'une conversation intelligente. Quelqu'un qui a de la finesse dans l'esprit, dans ses blagues. Pas les bêtes histoires qu'on nous présente là. Les gens rient à gorge déployée. Il n'y a qu'à regarder le niveau de nos publicités. C'est pas très fin. Tout sur TikTok aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, mais c'est à peine si je regarde. Moi, je peux pas, je pense que ça va m'abrutir. J'aime la finesse, j'aime l'esprit, j'aime l'élégance, j'aime ce qui est recherché. Pas malheureusement, si quelqu'un s'arrête à me dire vous êtes belle, je l'ai entendu autant de fois, je sais pas qu'est-ce que ça change pour moi. Ça me rapporte pas d'argent en tout cas. Oui.
Parce qu'on parle nous avons parlé des harcèlements, vous avez été aussi victime des harcèlements et tout, je pense que jusqu'à aujourd'hui, parce que vous gardez toujours cette beauté-là qu'il recherche au lieu de voir votre cerveau. Mais maître, et en tant qu'activiste de droits de femmes, je pense que vous l'êtes aussi, parmi tant de casquettes que vous avez, y a-t-il D'abord, c'est quoi votre travail en tant qu'activiste de droits de femmes pour lutter surtout contre les violences faites aux femmes? Autonomisation de la femme, parce que je pense que l'indépendance des femmes et le respect de leurs droits passe nécessairement par une femme indépendante économiquement, financièrement. Donc, travailler à l'autonomisation de la femme, mais aussi sensibilisation sur les violences dont les femmes et les filles sont victimes. Il y a les violences domestiques, y compris conjugales, et dedans, la violence prend plusieurs formes. Il y a des formes de violence financière, lorsqu'on vous prive d'un moyen de subsistance, de revenus. Il y a des violences psychologiques, il y a des violences émotionnelles, il y a des violences physiques, il y a des intimidations, des harcèlements, il y a les filatures, oui. il y a une panoplie de violences que les femmes subissent, pas seulement au Congo, mais à travers le monde. Mais parce qu'elles acceptent aussi, Maître Yav. Elles sont victimes, elles acceptent de ces terres, elles sont victimes, elles ne veulent pas quitter ces mariages, elles sont victimes même aujourd'hui, copains, copines et tout, elles acceptent d'être insultées, d'être battues même en public. Je suis parce qu'elle n'a pas le courage de quitter. Je suis d'accord avec le fait qu'on accuse les femmes, qu'on leur reproche, pas les accuser, mais qu'on leur reproche d'accepter. Après, ça reste pour beaucoup des cadres, des environnements où elles ne sont plus véritablement maîtresses de leur destin. Donc, elles se sentent inférieures par rapport à la personne qui commet cet acte ou par rapport à la communauté qui ne sanctionne pas l'acte. Donc, ça veut dire que à côté de ces femmes qui ne dénoncent pas, on devrait également montrer du doigt la société qui ne condamne pas ces actes et la société qui protège ceux qui commettent ces actes-là. Pour moi, parce que j'ai été victime de violences moi-même, hein, oui. Par contre, moi, j'ai la grande gueule. Donc, vous savez vous défendre. Je parle. Au début, j'ai laissé passer et puis j'ai dit non, je ne peux pas. Malheureusement, on vit avec, ça transforme notre caractère, notre comportement, nos réactions aussi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de notre société. D'ailleurs, souvent on pense que cette affaire de violence contre les femmes, c'est uniquement les hommes qui perpétuent des violences contre les femmes, mais les femmes perpétuent... les femmes sont aussi instigatrices de ces violences à l'encontre d'autres femmes. Okay. Parce qu'elles ne sont pas là pour soutenir, elles sont là pour condamner, elles sont là pour enfoncer, elles sont là pour pointer du doigt. Une personne victime de violence, souvent, elle perd ses repères. Donc, elle a besoin d'abord qu'on l'écoute. Parce que la seule façon pour elle de véritablement sortir de cet engrenage infernal, c'est de prendre la décision de partir et de ne plus faire marche arrière. Elle peut sortir une fois et rentrer. La deuxième fois et rentrer. Tant qu'elle n'est pas sur ses deux pieds, elle ne se sent pas indépendante dans la tête, elle ne se voit pas sans la personne qui la martyrise, on ne réussit à rien, mais pour ça, il faut être bien entouré. Et c'est quelque part la faille que nous avons. Nous ne savons pas entourer les personnes
les femmes qui subissent les violences. Vous êtes femme africaine, vous êtes au Congo, vous savez au moins cette réalité-là dans nos familles africaines, surtout les femmes qui sont mariées. Quand elles subissent des violences, des insultes dans leur foyer, c'est beaucoup plus même le parent, la famille, de peur d'avoir honte dans la société parce que leur fille a divorcé. Quand elle s'est plaint, au fait, on impose à cette fille-là de rester, cette femme de rester dans son foyer, où la femme elle-même s'impose de rester, souffrir, parce que la société va parler, parce qu'elle sera jugée, parce qu'elle a détruit son foyer, elle n'a pas supporté, elle n'a pas pu prendre soin de son mariage. Ok, bon, maintenant, c'est bien dans cette société congolaise qu'on dit que les hommes sont les chefs du ménage, n'est-ce pas? Eux, ils prennent soin comment? Vous avez déjà vu un homme en colère, qu'est-ce qu'il fait? Quand il n'a plus envie de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber, non? Pourquoi est-ce que la femme ne ferait pas pareil? Lui qui est le chef, il a déjà compris que ce qu'ils a bien été au tiki. Pourquoi toi tu vas rester? C'est ce deux poids, deux mesures que moi je n'arrive pas à intégrer. On ne peut donner que ce qu'on a. Si dans le meilleur de soi on est rempli d'amertume, qu'est-ce qu'on donne à la société? On a parlé tout à l'heure de la société congolaise où les hommes considèrent qu'on leur doit tout. Moi, j'estime que c'est parce que beaucoup d'entre eux ont grandi avec des mamans qui n'ont pas reçu d'affection, d'attention de la part de leur mari et qui ont déversé tout ce qu'elles avaient comme sentiment sur leurs fils. Et ces fils-là, ils ont grandi en se pensant être des rois sans aucune obligation envers leur communauté. On a des tyrans dans beaucoup de foyers. Oui. Des gens qui estiment que c'est oui, amen à tout ce qu'il dit. Je suis désolée, c'est pas ça être un homme. Un homme est supposé être un leader. Tu dois montrer le chemin. Tu dois être patient. La patience qu'on demande aux femmes. Les vraies patients, ça devrait être les hommes. Tu dois... Mais même tous ceux qui disent... ma beau maman. Quelle maman? Qui est cette maman qui n'a pas lancé de babouche à ses enfants? Non. Maman africaine, hein? Non, n'idéalisons pas. Prenons la réalité des faits. Est-ce que les mamans congolaises sont patientes avec leurs enfants? Elles sont patientes seulement avec leur mari. Mais avec leurs enfants, pas toujours. Il y en a beaucoup qui sont excédés. Et c'est normal. C'est normal de ne pas tout le temps être patient. Quelqu'un qui est patient tout le temps a un problème. C'est quelqu'un qui a paralysé sa capacité à ressentir. Okay. Lorsque vous subissez encore et encore et encore et que vous ne réagissez pas, vous êtes mort. Ou vous êtes paralysé ou vous êtes mort. Qu'est-ce que vous transmettez quand vous êtes paralysé et mort? Rien de positif. Donc il faut savoir partir au bon moment. Il faut savoir poser des limites. Ok. Je pense qu'on doit se mettre d'accord sur comment on va vivre. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance très élevé à l'indiscipline. Il y en a qui ont un seuil de tolérance très élevé à l'impolitesse. Il y a des gens qui se gèrent. Mais après, à un moment quand le seuil est atteint, qu'est-ce qu'on fait? Si l'autre n'arrive pas à comprendre, je pense qu'il y a un processus d'éducation. Et là, on revient au fait que beaucoup d'hommes estiment qu'ils n'ont pas de limites. Et si vous ne leur montrez pas les limites, ils iront respecter les limites ailleurs. Mais Maître Matiyeva, en tant qu'activiste de droits de femmes, parce que nous sommes dans cette période où vraiment la lutte contre cette violence-là est mise en avant, comment vous faites pour mettre fin à ces violences-là? Comment vous procédez pour aider ces femmes qui sont victimes? Ok. Alors, deux associations dans lesquelles je travaille, je pense qu'il y en a une qui est un peu en retrait. Maintenant, on est en hibernation. Elle s'appelle Stop Violence. Oui. Je pense qu'on avait organisé un sit-in il y a quelques années lorsque j'ai oublié le nom de la dame. Elle était décédée des suites des coups que son mari lui avait infligés. On était allé déposer un mémo au niveau du palais de justice, oui, au ministère de la Justice. On a continué
à épauler des femmes qui nous contactent, qui veulent savoir comment est-ce qu'elles peuvent se sortir de cette situation-là. Avec des amis, au sein de Moindo d'ailleurs, on avait organisé une soirée où on permettait aux femmes de venir parler, mais aussi écouter des témoignages, des informations sur comment effectivement faire face à ce genre de violence. Et puis aujourd'hui, je suis dans l'Alliance internationale des femmes avocates, oui, où en partie, on s'occupe aussi de cette question des violences faites à la femme. On a eu une grande campagne il y a 2 ans à travers les écoles de la capitale, où on allait parler aux élèves justement de ce que c'est que les violences sexuelles en termes de cybercriminalité, oui, aussi, et ainsi de suite. On a sensibilisé. Là, on est encore en train de voir comment matérialiser quelques autres actions, mais nous nous sommes associés aussi à d'autres organismes qui œuvrent dans. Y a-t-il un numéro, une adresse? Il y a un numéro vert maintenant au niveau de la République, le 122, okay, qu'on peut appeler en cas de... Ce numéro est réellement disponible? Je ne sais pas, je pense que oui. Ce sont des numéros qu'on donne, mais quand à une époque, il ne passait pas, mais il a été réactivé. Okay. Il y a des personnes. Je vais essayer peut-être moi-même également en fin de journée pour voir si ça passe. Il y a un autre numéro, je pense que les Nations Unies avaient communiqué, mais je l'ai pas retenu. Je dois aussi vérifier que c'est toujours opérationnel. Mais ce qui est important, et ça, je demande à toutes les personnes que cette cause touche, d'être disponible pour les personnes qui ont besoin de parler et qui ont été victimes et qui ont besoin de parler. Parce que la prise de décision pour quitter ce genre de situation, c'est d'abord savoir qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter, nous soutenir quand on sera seul. Merci beaucoup, Maître Mathiave. Regard sur la femme. Nous recevons pour vous ici sur ces plateaux Maître Mathiave. Si vous étiez là depuis les débuts, vous avez quand même une idée de ce qu'est cette grande dame juste en face de moi. Une dernière question, Maître Mathiave, parce que nous sommes déjà à la fin. D'après vous, c'est qui une femme accomplie? Belle question. Une femme accomplie, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui vit ses rêves. C'est une femme qui est décomplexée. C'est une femme qui sait dire non, parce que malheureusement, notre société nous apprend à dire oui à tout. Ah ouais. Et à n'importe quoi. Pour moi, c'est ça une femme accomplie. C'est une femme qui est à l'aise avec l'image qu'elle a d'elle-même. Okay. Voilà. Ça, c'est bien dit. Un mot pour cette émission. En tout cas, je vous souhaite plein succès. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être sur le plateau. Merci pour cet honneur aussi. J'aime beaucoup qu'on me pose des questions parce que ça me permet de réfléchir. Et je pense qu'il y a quelques questions sur lesquelles je vais moi-même encore réfléchir. Je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Et je souhaite avoir apporté, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose aux différentes personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Maître Mathiave. Malgré vos multiples occupations, vous avez quand même accepté d'être là aujourd'hui. J'ai toujours le temps pour rigoler. Voilà, on se sent bien avec elle, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de regard sur la femme. Vous avez compris que chaque jour, nous vous apportons toujours les meilleures personnes, les personnes qui, peut-être que vous ne connaissez pas, nous allons toujours vous faire découvrir ces femmes. Prochainement, nous serons peut-être dans la rue pour découvrir une femme vendeuse de pain qui a su élever toute sa famille avec ces pains-là, des années, à quoi est raté. Nous allons découvrir ces femmes-là. Nous allons entrer aussi dans le champ pour découvrir ces femmes maraîchères qui, après tant d'années, qui font le même travail, qui élèvent de famille. Comme l'a dit Maître Mathiave, certains hommes sont des démissionnaires, ils n'assument plus. Mais ce sont des femmes qui aujourd'hui, prennent soin de famille, qui élèvent les enfants.
nous allons vous faire découvrir ces femmes. Vous voulez passer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter à ce numéro-là qui est affiché juste au bas de votre poste téléviseur. Femmes, prenez soin de vous. Femmes, ne soyez pas complexées. Vous êtes femmes, vous avez des qualités, croyez en vous. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement dans un autre numéro avec d'autres invités. Au revoir.